Bonsoir, bienvenue à cet épisode de La Liberté à la porte. Bonsoir Geneviève, comment ça va? Ça va très bien, toi Maxime? Ah oui, ça va bien. Ce soir, on parle de Jeux olympiques. On est en plein dedans. De Jeux olympiques. N'est-ce pas formidable? C'est formidable. Et pour nous parler de Jeux olympiques et de plein d'autres sujets si intéressants, qui reçoit-on ce soir? On reçoit notamment M. Bob Sirois, ici, parmi nous, ainsi que Pascal Pinard, dans un premier temps. Et plus tard, nous recevons... Le musicien Jesse Marcoux, on a très hâte. Et c'est très bien, ben oui. Et on a une belle foule en délire ou presque. Bonsoir, foule en délire! Alors, comme toujours, vous pouvez nous rejoindre à la page Facebook La Liberté à la porte et n'hésitez pas à nous écrire des messages, des commentaires, des questions. Et sur ce, nous allons commencer sans plus tarder, Louis, par la machine. Bonsoir à vous. Bonsoir. On reçoit donc qui aujourd'hui, Maxime? Ben oui, on reçoit Bob Sirois. Merci d'être là, Bob. C'est très apprécié ta présence parmi nous. Merci pour l'invitation. Et merci à Pascal également. Le cachet, c'est avant ou après? Ah, ça, on aura l'occasion de s'en reparler. Je pense que c'est par versement mensuel sur une très longue durée. Alors, Bob, pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey. Tu as joué notamment pour les Flyers de Philadelphie ainsi que les Capitals de Washington. Tu as même joué au match des étoiles en 78. C'est ce que nos recherchistes nous ont dit. Et aussi, tu es l'auteur d'un livre qui est paru il n'y a pas si longtemps aux éditions de l'Homme, qui s'appelle « Le Québec mis en échec sur la discrimination des Québécois et des francophones dans la Ligue nationale de hockey ». Et au surplus, tu es fondateur et porte-parole de la Fondation Équipe Québec. Est-ce que tout cela est vrai et juste? Vrai et juste. Jurez-le solennellement. Juré solennellement, mais je suis un des fondateurs de la Fondation Équipe Québec. Monsieur André Matteau est ici présent, qui est un des cofondateurs aussi. Et on le salue. Et quant à toi, Pascal, tu es une athlète de niveau professionnel Bienvenue, dans le Pascal. monde du soccer. Oui, effectivement. Et tu as évolué notamment aux États-Unis dans la dans la la NCAA. La LCAA. National NCAA. Je vais-tu l'avoir? Mais tu l'avais presque aussi. J'ai évolué dans la WUSL League aussi. Ah, qui voilà. est semi-pro l'été, oui. Alors, félicitations pour ça. Également, tu as joué en Suède. Donc, félicitations. Et tu as également étudié à l'Université d'Alabama en sciences des sports et pré-med, c'est ça? Exactement. Alors, voilà, encore une fois, merci à vous deux d'être là. Là, on est là pour aborder la question des Jeux olympiques et du Québec aux Jeux olympiques. On est en plein dedans, on est dans les Jeux olympiques de Sochi. Évidemment, la Fondation Équipe Québec est intéressée à ce thème. D'abord, qu'est-ce que la Fondation Équipe Québec? On va revenir aux Jeux olympiques plus tard. La Fondation Équipe Québec a été mise sur pied au mois de mai dernier pour promouvoir, aider les athlètes québécois de notre élite, et aussi, surtout, commencer à créer des événements sportifs internationaux où nos athlètes vont pouvoir compétitionner avec des athlètes de d'autres nations. Ces Coupes Québec-là vont s'appeler la Coupe Québec des Nations et nos athlètes vont compétitionner contre les meilleurs athlètes de d'autres pays sous le logo du fleur de lys et non pas la feuille d'érable. Les fédérations internationales, on a le droit de le faire. On sent une approbation dans la salle. Est-ce que la salle serait partisane? Et je pense que, de manière générale, il y a un intérêt pour cette question dans la société. Dites-moi, est-ce que vous savez s'il y a d'autres sociétés, disons, minoritaires au sein d'un pays qui ne sont pas indépendantes, qui ont leur propre équipe dans des événements comme les Jeux olympiques? OK, on appelle ça des nations non souveraines. OK. Je vais vous en nommer quelques-unes. Il y en a 70 sur la Terre. Mm-hmm. Quand on parle de nations non souveraines, on parle aussi de territoires et de départements. Mm-hmm. Alors, les plus connus étant l'Écosse. L'Écosse est une nation non souveraine comme nous. Ils ont leurs équipes nationales au football, au soccer, au handball et dans différentes disciplines dans lesquelles ils participent, mais le Pays de Galles aussi. L'Irlande du Nord aussi, qui est une nation non souveraine. Ils sont tous... ils participent aux Jeux du Commonwealth, aux Championnats du monde. La seule place où ils ne participent pas, c'est aux Jeux olympiques. Parce que c'est seulement que les pays qui participent aux Jeux olympiques. Vrai ou faux? Oh, c'est
pas mal vrai. On est pas mal d'accord. C'est faux! C'est Ah faux. non? Il y a 12 nations non souveraines à Londres. Il y en avait 205 en tout. Il y a 205 205 participants. nations qui ont participé aux Jeux olympiques de Londres. 193 pays. Il y a seulement que 193 pays, dont il y avait 12 nations non souveraines comme Hong Kong, Porto Rico, les Bermudes, les îles Guam. Vierges britanniques et américaines, Guam, j'en oublie, mais alors oui. Mais pas le Québec. Mais le Québec, non, mais le Québec, on est la seule nation sur la Terre non souveraine qui n'a pas le droit de participer dans des championnats du monde. La seule? On est la seule nation. Wow. Même le Groenland. Le Groenland, Le Groenland. qui est une province du Danemark, a son équipe nationale au handball. Ils sont dans la Fédération internationale de handball, puis ils ont participé au championnat du monde parce qu'ils étaient dans les 12 meilleures nations au monde qui a eu lieu en France en 2008 ou en 2009. Ils ont même battu le Danemark, Ils ont battu le Danemark. pays maître, lors de ce championnat du monde. Incroyable. Excellent. Et toi, Pascal, dis-moi, en tant qu'athlète, que jeune athlète, et, bon, qui pourrait éventuellement participer à des Jeux olympiques, comment tu te sens à cette idée-là, à la possibilité de représenter le Québec et non le Canada? Bien, c'est sûr, si vous regardez en ce moment les opinions des Canadiens anglais, il y a beaucoup de médailles qui ont été faites par les Québécois, notamment Alexandre Bilodeau, Michael Kingsbury, les sœurs du Four-la-Pointe, puis j'en oublie Charles Hamelin aussi, entre autres. C'est drôle parce que le sentiment national, ils l'ont, puis c'est des Québécois qui vont gagner des médailles, alors que quand nous, on gagne des médailles, on n'a pas le droit de montrer notre drapeau, puis d'être fiers de qu'est-ce qu'on fait. Puis je pense que si on pourrait justement avoir nos équipes nationales, ça augmenterait ce sentiment de fierté-là, puis les jeunes auraient plus le goût de continuer de persévérer, puis on aurait probablement plus de talents qui perceraient encore aux Jeux olympiques. Dis-moi, tu es membre de la Fondation Équipe Québec. Comment est-ce que tu as rencontré Bob? À travers Facebook. Ouais, Très présent sur Facebook, hein, d'ailleurs. à travers Facebook, et je pense que on a un ami commun qui est Thomas qui est un Européen, un Français, je pense, qui s'occupe beaucoup de football, de soccer. Et Thomas avait communiqué avec moi pour me mettre au courant de Pascal, qui était à ce moment-là en Alabama, Exact. et qu'il cherchait un job à quelque part en Europe, en France ou ailleurs au soccer. Et puis, il savait que j'avais quelques liens avec des gens là-bas. Fait que c'est comme ça qu'on s'est connus, finalement. Savez-vous Facebook, aussi, à propos de M. Thomas, c'est un Français, puis il a étudié l'histoire du Québec, puis il est rendu indépendantiste. Fait que c'est beau de voir des immigrants qui suivent notre cause aussi. C'est vrai. Ouais. Ben oui. La foule est en délire ce soir. Ben oui, ben oui. On a vu qu'il y a eu plusieurs controverses, d'ailleurs, par rapport au Québec. C'est-à-dire que, bon, il y a eu l'histoire de CBC qui prononce les noms des athlètes à la francophone et non à l'anglophone. Il y a le Huffington Post Canada qui a publié donc les résultats des médailles, mais en mettant le Québec à part. Donc, et on a vu aussi beaucoup de commentaires assez haineux. Est-ce que vous avez vu ça passer? Oui. C'était quand même J'en le suis. Huffington La Fondation, Post Canada. la Fondation C'est Équipe incroyable, Québec est une des responsables. Le premier petit tableau, c'est moi qui l'ai mis. Aïe, aïe, Après ça, sont arrivés que je ne suis pas tellement bon en dessin et en graphisme, mais après ça, il y a des Carl Lalancette, Adam Laure et plusieurs autres qui ont produit des très beaux tableaux véridiques avec la position du Québec si on était une nation et la position du Canada. Alors, c'est certain que si le Québec est en deuxième position avec 6 médailles, ce qui était hier, et le Canada en 12e position avec 3 médailles, le Canada anglais n'a pas aimé, mais c'est même plus une question de pas aimer, c'est du Québec bashing partout, qui est le résultat des médias anglophones qui font du Québec bashing depuis tout le temps. Alors, oui, le tableau est là pour rester. Je pense sincèrement que ça va être comme à Londres, comme à Vancouver. À Vancouver, le Canada va gagner 26 médailles, dont 13 québécoises. Cette année, ça devrait être à peu près semblable. On va peut-être gagner 1 ou 2 médailles de plus que le Canada ou l'inverse. Mais On continue à suivre ça avec beaucoup les tableaux, d'intérêt. oui, les tableaux sont très intéressants. Oui, donc on vous remercie énormément d'être passé nous voir
ce soir. C'est court un peu, mais vraiment, c'est très, très, très apprécié. Et donc, juste en terminant, je veux juste rappeler l'existence de ce livre excellent qui s'appelle Le Québec, mise en échec, la discrimination envers les Québécois dans la Ligue nationale de hockey. Et également, il y a une bande dessinée que Bob te coproduit. Enfin, je pense que c'est ton fils, Chante Sirois. Oui, c'est ça. Moi, j'avais le synopsis vient de moi. Disons que la bande dessinée vient de la page couverture du livre. L'idée m'est venue là avec un bœuf de l'Ouest qui faisait une mise en jeu contre une grenouille. Ouais. Alors, à partir de là, on dit pourquoi pas faire une bande dessinée avec des bœufs de l'Ouest puis des grenouilles. C'est ça. Et bien sûr, on suit des activités de la Fondation Équipe Québec ainsi que les annonces qui sont faites, la compétition qui est prévue, je crois, pour juin, c'est bien ça? Au mois de juin, ça sera annoncé vers le 13 mars. Pas vers le 13 mars, on annoncera quelle sera la première Coupe des Nations. Où le Québec va participer contre la France. On invite le Canada tout le temps. Alors, vont-ils venir compétitionner? Vont-ils accepter notre invitation? L'avenir le dira. Merci beaucoup. Alors, on est revenu avec Robert Bob Sirois et Pascal Pinard et je m'en vais dans le public poser des questions, ou plutôt, le public va pouvoir poser des questions. Alors, vous avez-vous, monsieur? Bonsoir. Approchez-vous donc un peu. Là. Oui. J'aimerais savoir, parce qu'on a dit que le Québec n'a pas le droit de participer aux Olympiques en tant que pays, ou même pas en tant que nation non-pays. En vertu de quoi? Bien, c'est parce que ça n'a jamais été demandé. La première réponse, c'est ça. Ça n'a jamais été demandé. Il n'y a jamais personne, aucune fédération québécoise qui a été de l'avant pour que leur sport devienne fédéré au niveau international. Mais pour faire ça, il faut qu'ils passent par Sport Canada et la Fédération canadienne. Alors, mais ça s'en vient. C'est pour ça qu'on met les Coupes Québec des Nations sur pied pour créer une culture sportive au Québec et que la demande vienne à quelque part des médias et de la nation québécoise pour qu'on soit représenté à l'échelle internationale. La raison est aussi simple que ça. Donc c'est très possible, hein? C'est possible que d'ici 4-5 ans, que certaines fédérations aillent de l'avant. Ouais. Merci beaucoup. Prochaine question. Votre nom, monsieur? Richard Charon. Je connais un sport qui fait un bel effort, puis je pense que ça mériterait d'être mérité. La boxe, où nos boxeurs québécois arrivent sur scène avec le drapeau et les culottes. Oui, dans le sport professionnel, tu peux te promener avec le fleur de lys. Dans le sport amateur, malheureusement, on n'a pas le droit. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Jennifer Carroll? Jennifer Carroll, c'est une Québécoise anglophone qui parle très bien français, mais québécoise anglophone, qui vient de Pointe-Claire. Et au jeu du Commonwealth, elle a gagné une médaille d'argent. Et quand elle est arrivée sur le podium pour recevoir sa médaille, elle avait un petit drapeau du Québec avec elle. Au scandale. Elle a été suspendue pendant 6 mois par Sport Canada, Natation Canada. Pas de revenus parce qu'on sait que les athlètes reçoivent des subventions. Ça s'est ramassé jusqu'à la Chambre des communes où finalement la décision a été renversée. Et l'instructeur de Natation Canada a perdu son emploi après 6 mois. Mais tout ce qu'il a dit, c'est qu'il n'avait jamais vu quelque chose d'aussi dégueulasse dans sa vie que Jennifer Carroll arrivait avec son petit drapeau québécois. Alors là, on parle d'une Québécoise anglophone qui s'est levée debout avec un petit drapeau québécois. Alors, il faut les admirer. Prochaine question, M. Beaulieu. Oui, je voudrais savoir qu'est-ce que les gens qui écoutent l'émission en ce moment peuvent faire pour qu'il y ait des équipes nationales de sport au Québec? Ça va être d'appuyer la Fondation. On est en pleine période de subscription pour que les gens deviennent membres. C'est 20 $ pour devenir membre de la Fondation. Et vous recevez une carte de membre qui va vous donner 15 % de rabais pour des achats à notre boutique de différents produits. On a un très beau logo. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le passer quand ce sera à la télévision. Certainement. Et avec l'adresse courriel de notre fondation. Et de venir appuyer et participer
aux événements qu'on va créer, qui sont justement ça, ces Coupes des Nations-là. Mais je vais y aller plus loin, Coupe des Nations. Alors, on est différent un petit peu. Présentement, depuis 2-3 ans, sur la planète Terre, il y a des événements sportifs internationaux qui ont lieu dans la rue. Ça veut dire quoi? C'est un match de hockey dans la rue? Non, il n'y aura pas de match de hockey dans la rue. Mais une compétition de saut en hauteur d'athlètes internationaux qui a eu lieu l'année passée à Times Square à New York, qui a aussi lieu à Berlin et à Tokyo. Alors, on va créer, nos Coupes Québec vont être directement dans des endroits publics. Oui, il va y avoir des billets à vendre, il va y avoir des estrades peut-être pour 1000 personnes, mais au-delà de 5, 6 000, 5 000 personnes vont pouvoir venir gratuitement voir ces événements-là. Alors, ça va être des événements qu'on appelle dans la rue. De là à fermer le boulevard Laurier à Québec et d'avoir une compétition de beach volleyball international avec les Brésiliennes, les Mexicaines, les Américaines, les Canadiennes et nos Québécoises. Alors, c'est ce qui s'en vient. Super. J'ai peut-être une dernière question pour Pascal, puisque, bon, avant l'émission, on parlait avec Bob du fait que Équipe Canada ne t'avait pas invité récemment à participer à ces activités. D'abord, est-ce que c'est le cas? Et le cas échéant, est-ce que ça a engendré une déception chez toi? Bien, c'est sûr, ça fait longtemps que je joue au soccer. Quand j'étais petite, je regardais les Jeux olympiques puis j'aspirais à y aller. Puis, justement, si on arrête des fondations pour des équipes au Québec, ça l'aiderait parce qu'il y a un U20, après ça, il n'y a plus rien, puis c'est l'équipe senior. Puis, entre les deux, c'est très difficile de continuer à vivre du soccer. Il y a beaucoup de filles qui lâchent. Ça, c'est le numéro 1. Numéro 2, tu dois t'expatrier, aller aux États-Unis, aller en Europe. C'est pas toujours évident pour la famille, puis aussi pour les relations. Si tu veux avoir une relation stable éventuellement, c'est pas la meilleure chose. Puis je continue à m'entraîner par moi-même dans le gym, puis j'essaie de toucher le ballon le plus possible. Puis si jamais j'ai l'occasion, c'est sûr que j'aimerais y aller, mais il y a beaucoup de politique dans le sport. J'ai une copine qui revient des camps, puis justement, elle a dit qu'être québécoise, tu le sens. Justement, quand Éric Duhem nous dit lâchez-nous avec la politique concernant les Jeux olympiques, c'est pas tout à fait vrai. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose de foncièrement politique. Absolument. J'ai d'ailleurs une autre question ici de la part de monsieur. Marc Langevin. Oui, bonsoir. C'est une question un peu de curiosité qui s'adresse aux deux invités. À l'époque où vous évoluiez dans vos disciplines sportives respectives, est-ce que vous faisiez part de vos opinions politiques et si oui, quelle était la réception? Bien, personnellement, je suis dans ma carrière sportive et je pense que c'est difficile en tant qu'athlète, surtout quand tu es aux Jeux olympiques puis que tu as des commanditaires du pays du Canada, de publiquement le dire. Cependant, en ce moment, c'est pas le cas pour moi, puis mes valeurs sont très importantes, puis je pense que ça pourrait être une belle facette pour le sport puis les générations futures. Bob, tu étais avec les Flyers. Ouais. Moi, j'ai été un fucking frog. Hey, merci pour cette période de questions supplémentaires. C'était le langage employé qui est toujours employé. On le sait, c'est arrivé il n'y a pas tellement longtemps, il y a 5-6 ans, quand il y avait 4 arbitres francophones au Centre Bell, où les 4 arbitres se sont fait traiter de fucking frog. Cela dit, c'est certain que ça chatouille beaucoup les loyalistes canadiens anglais. On est traité comme une sous-nation. Et seulement que les athlètes d'élite québécoises indispensables au Canada vont se rendre jusqu'au bout. Alors, à talent égal, dans tous les sports au Canada, on ne choisit pas un Québécois, on choisit un good old Canadian boy ou un good old Canadian girl. C'est un constat, puis peut-être qu'on ferait de même ici, là. C'est pas une excuse que je leur donne, mais pour eux, c'est leurs équipes nationales. C'est certain que les athlètes exceptionnels québécois, ils vont les prendre. Mais à talent égal, on ne prend pas un Québécois. C'était ma réalité dans mon temps, puis c'est encore la réalité aujourd'hui. On souhaite que ça change. Certainement. Et, donc, merci pour cette période de prolongation de tir de barrage. Donc, on vous revient
après cette pause avec le prochain invité. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors, on est en compagnie de Jesse Marcoux. Bonsoir, Jesse. Bonsoir. Alors, Jesse, tu es un musicien, mais tu as aussi étudié en architecture, en sciences de la nature. Tu te prépares pour toi-même une formation d'humain assez universelle, n'est-ce pas? On peut dire ça, oui, on peut dire ça. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu vas chercher comme éducation, toi, comme humain, dans la vie? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, je pense que l'humain est mu par des intérêts à la base et des intérêts fondamentaux, donc devoir se loger, se nourrir et puis se vêtir. Et jusqu'à la sommet de cette pyramide-là qui est l'accomplissement de soi, la reconnaissance de ses pairs, etc. Et pour arriver à ça, ben, c'est sûr que ça prend une certaine stabilité. Un peu comme les principes architecturaux, j'ai appris que bon, on ne peut pas émouvoir les gens avec les rapports, les volumes, les masses, et les couleurs, les matériaux, sans nécessairement combler le besoin de la structure, donc c'est ça, les fondations, et le besoin des humains, donc celui qui demande cette structure-là. Donc ça peut être une école, ça peut être quoi que ce soit, ça peut être une maison. Ensuite, il y a des facteurs extérieurs comme l'orientation, le soleil, la lumière, bon, le climat, tout dépendant. Donc cette cellule-là va changer de place en place. Et je dirais que c'est la même chose avec les humains. Je pense qu'on est comme une cellule et on a différents besoins. Ça va varier de société en société. Mais fondamentalement, je pense que ça s'applique toujours, qu'il y a cette espèce de truc-là qu'on veut s'accomplir. Et puis comme la structure architecturale voudrait émouvoir aussi, c'est un but quand même qu'on essaie d'atteindre. Et puis ben, c'est ça, il y a différentes façons d'arriver à ce but-là. C'est pas une science, c'est comme la musique, c'est vraiment pas... Il n'y a pas d'algorithme défini pour faire une bonne pièce, que ce soit du pop, que ce soit de la musique savante. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est du tâtonnage. Hein? Ça se déploie comment dans ta démarche artistique? Donc, j'imagine ouais. Pas mal par l'improvisation, par la spontanéité. Il y a une grande part de spontanéité dans l'improvisation qui est justement reliée. Il y a une certaine base, ça prend une certaine base pour pouvoir, je pense, improviser dans une mesure spectacliste peut-être. C'est sûr qu'on peut se planter. Ça se peut que je me plante aussi ce soir parce que c'est une zone de confort qui n'est pas nécessairement stable. C'est l'idée de prendre des risques. C'est prendre des risques, mais quand tu es tout seul avec ton piano, tu peux prendre des risques, tu peux te laisser aller, puis vraiment ad libitum, dériver, puis te laisser aller. Mais dans cette démarche-là, c'est ça, il y a toujours... autant dans ma démarche scolaire et puis professionnelle, je voulais avoir une base justement solide, scientifique, objective, pour pouvoir arriver à cette espèce d'intuition-là, pouvoir la développer de façon plus solide. Puis toi, les Jeux olympiques, ça te dit de quoi? J'ai déjà écouté une game de hockey. Oui. Ouais. C'est bon. Mais tu parles de formation intellectuelle, tu parles de formation artistique, tu parles aussi de formation physique, dans le sens où toi, personnellement, tu aimes beaucoup faire du sport. Tu trouves que c'est justement que c'est très, très sain, justement, d'aller décloisonner toutes ces disciplines-là et d'en faire une espèce de formation d'humain complet, dans le fond. Oui, dans le fond, c'est ça. Je pense qu'il y a avec la modernité, on est arrivé à scinder avec la révolution industrielle, le travail, la production, appliquer la science à cette production-là. On en est arrivé aussi à scinder l'intellect humain. C'est sûr qu'il y a toujours eu des gens qui excellaient dans les sports, il y a toujours eu des gens qui excellaient intellectuellement plus, il y a d'autres gens qui... Puis tu peux exceller dans les deux aussi, c'est ça, il y a des gens polyvalents comme De Vinci qui était pianiste, ben, il n'était pas pianiste, mais il était un excellent pianiste parce qu'il était ambidex, mais il était peintre, il était scientifique, il était inventeur, il était ingénieur, je veux dire, ben, c'était un des premiers ingénieurs qu'on a eu, mais non, c'est ça, donc ce cloisonnement-là, je pense qu'il est là pour une raison, il est là pour garder une certaine cohésion dans la production, dans le travail, dans la solidification, justement, ça pesait sur un certain connu. Et puis, mais ça, c'est sûr que ça sclérose un petit peu le potentiel humain. Ça vient, justement, on ne peut pas sortir de nos zones de confort pour essayer d'arriver à achieve, excusez-moi l'anglicisme, là, mais accomplir quelque chose qui dépasse cette espèce de technicalité. Donc, un retour à l'universel pour Jesse Marcoux. Alors, on va t'écouter dans ta performance et donc, on te cède la place. Ouais. OK. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que je peux faire une demande spéciale? Bien sûr! Si le public qui est là pourrait participer, ce serait génial. Oh. On parle de sortir de sa zone de confort, mais... Est-ce que vous êtes prêts à sortir de votre zone de confort, mesdames et messieurs? Ouais, OK. Qu'est-ce qui se passe? Je ne demande pas de danser, quoi que ce soit. Juste d'émettre une fréquence, un son.
Et ça pourrait peut-être inspirer le début de mon improvisation. OK. Et puis, si vous voulez garder ce son-là, allez-y, filez-le. Les fréquences vont se mélanger, ça va être super intéressant. Donc, émettre un son. Une expérience en direct?